On dit que dans le désert, une erreur peut coûter la vie, mais pour Liara, une erreur fut la seule chose qui lui donna de l'espoir. Cela devait être la nuit la plus terrible de sa vie, celle où elle serait livrée à un mari sadique. Mais le vent l'emporta, les chemins se croisèrent et la hiérarchie royale fut brisée par la poussière. Maintenant, elle est seule, enfermée dans la tente royale avec l'héritier du trône. Il pense qu'elle est une princesse gâtée, elle pense qu'elle sera exécutée si elle est découverte. Mais lorsque la vérité est révélée, le choc se transforme en quelque chose de bien plus dangereux. Liara était assise sur le sol de pierre froide de la petite boutique, à l'arrière du marché. Ses doigts, agiles, calleux à force de travailler, dansaient sur les nœuds d'un tapis persan du XIXe siècle. Restaurer l'histoire des autres était plus facile que de réparer la sienne. Le carillon de la porte ne sonna pas avec la joie habituelle d'un client, mais avec le poids d'une sentence. Quand elle leva les yeux, elle ne trouva pas l'espoir que son père avait promis de chercher, mais la défaite imprimée sur la posture courbée du vieil homme, qui ne la regarda pas dans les yeux. Le silence qui s'étendit entre eux pesait plus lourd que les rouleaux de tissu empilés dans les coins sombres. L'homme qui entra juste derrière lui n'avait pas besoin de présentation. L'émissaire de la maison d'Adrien apportait avec lui l'odeur de parfum bon marché et l'arrogance de celui qui sert des tyrans. Il ne demanda pas l'argent de la dette. Il regarda Liara comme on évalue un cheval de trait, vérifiant les dents et l'allure. Le père de Liara, la voix étranglée par la honte, scella le destin de sa fille d'un murmure. Il n'y aurait plus de délai. L'honneur de la famille, entaché par des emprunts impayables, serait lavé par la chaîne et le ventre. Liara ne serait pas vendue comme esclave, mais comme épouse. Elle serait la troisième épouse d'Adrien, le fils du vizir, un homme dont la réputation de cruauté était murmurée avec effroi dans les salons de thé de la Médina. On disait qu'Adrien appréciait la douleur d'autrui, comme on apprécie un vin rare. Liara sentit le sang quitter son visage. Le cri resta coincé dans sa gorge, étouffé par la compréhension que sa vie, ses rêves d'étudier l'art, sa liberté, tout avait été négocié pour quelques pièces d'or afin de sauver la peau ridée de son père. Elle fut emmenée le même après-midi. Il n'y eut pas le temps pour les adieux, seulement pour le bain rituel, qui ressemblait plus à une préparation pour des funérailles qu'à des noces. Les servantes de Leïla lui frottèrent la peau avec des huiles parfumées, mais l'arôme de bois de santal ne parvenait pas à masquer l'odeur de la peur. Vêtue de soie lourde qui ressemblait à des chaînes dorées, elles lui couvrirent le visage d'un voile épais, garantissant qu'elle ne serait qu'une silhouette, un objet à livrer. La voiture qui l'attendait ne la mènerait pas à une maison, mais à une procession dans le désert, où la cérémonie traditionnelle unirait son destin à celui d'un monstre. À des kilomètres de là, au sommet d'un palais arabe qui défiait le soleil impitoyable, le cheikh Farid observait l'horizon. Il venait de rentrer de Londres, apportant avec lui des contrats qui pourraient moderniser le système d'irrigation de tout le royaume, sauvant les récoltes des villages les plus pauvres. Mais en entrant dans le bureau de son père, le sultan, les papiers furent ignorés. La seule chose qui importait pour la couronne ce jour-là n'était pas le progrès, mais la tradition. Le sultan, fragile de santé mais tyrannique dans ses volontés, lança l'ultimatum avec la froideur d'un exécuteur. Les tribus du Nord étaient inquiètes, et la seule façon de garantir leur loyauté était par un mariage de sang. Farid devrait épouser Jamilia, la fille du chef tribal le plus influent et réactionnaire de la région. Farid connaissait Jamilia. Il se souvenait d'elle lors des fêtes de la cour, une femme d'une beauté époustouflante, mais avec une âme aussi aride que les dunes les plus profondes. Jamilia était capricieuse, accro au luxe, et méprisait tout ce qui n'était pas le reflet de ses propres bijoux. L'épouser signifiait s'enchaîner à une vie de futilité et de manipulation politique, sacrifiant toute chance de connexion réelle ou d'amour, quelque chose que Farid désirait secrètement plus que le trône. Mais il était l'héritier. Le devoir n'était pas un choix, c'était sa colonne vertébrale. La mâchoire serrée, il accepta, il signa sa propre sentence de solitude perpétuelle pour garantir la paix du royaume.
L'après-midi tomba, teignant le ciel d'un pourpre violent, présage que les cieux ne bénissaient pas ces unions. 2 caravanes distinctes fendèrent la mer de sable en direction de l'ancien palais d'été, une oasis fortifiée, où les cérémonies ancestrales seraient célébrées loin des regards modernes de la ville. D'un côté, la modeste mais bruyante suite d'Adrien, où Liara voyageait dans une jeep fermée, les mains tremblantes sous le tissu de sa robe nuptiale. De l'autre côté, la procession royale imposante et silencieuse, transportant Farid et sa promise Jamilia dans des véhicules séparés, blindés contre le monde, mais pas contre le destin. Le vent commença comme un murmure, une basse plainte de la terre avant de se transformer en rugissement. La tempête de sable toxique du désert s'abattit sur eux avec une fureur biblique. Ce ne fut pas une tempête ordinaire, ce fut un mur solide de sable rouge qui engloutit le soleil et transforma le jour en nuit en quelques secondes. La visibilité tomba à 0. La radio des chauffeurs crépitait de parasites et de panique. L'ordre et la hiérarchie des caravanes se défirent dans le chaos. Les chauffeurs aveuglés par le tourbillon arrêtèrent les véhicules brusquement pour éviter les collisions, et le sable fouettait le métal avec la force de 1000 fouets. Au milieu de la confusion, la sécurité devint impossible. Les marques qui distinguaient la suite royale de la suite du vizir furent effacées par la poussière. Les gardes, désespérés de tirer les mariés des véhicules qui s'enlisaient et de les emmener en sécurité dans les tentes cérémoniales, déjà montés au point de rencontre, agirent par instinct. Liara fut arrachée de la voiture par des mains rudes. Le vent tentait d'arracher son voile et elle parvenait à peine à respirer, suffocant avec la fine poussière. « Par ici, vite, par là, entrez avant d'être ensevelis !» criait quelqu'un dont la voix était presque inaudible sous le hurlement de la tempête. Elle fut poussée, presque portée à travers le tourbillon. Ses pieds touchaient à peine le sable. La peur de mourir étouffée dehors le disputait à la terreur de trouver Adrien à l'intérieur. Au milieu de l'aveuglement de la tempête, où l'or des blasons royaux et l'argent de la maison du vizir devinrent un gris indistinct, une erreur monumentale se produisit. Les gardes, ne se guidant que par les silhouettes des grandes tentes, commirent le péché de la hâte. Liara ne fut pas emmenée vers la tente latérale destinée à la fiancée du fils du vizir. Elle fut poussée vers l'entrée de la grande tente royale, la structure majestueuse réservée exclusivement à l'héritier et à sa consorte. Le lourd tissu de l'entrée se referma derrière elle, coupant le bruit du vent de moitié, bien que la structure tremblât encore violemment. Le silence soudain était assourdissant. Liara tomba à genoux sur les tapis doux, toussant, le cœur battant contre ses côtes, comme un oiseau en cage. L'air à l'intérieur sentait l'encens d'oud et l'ambre, un luxe qu'elle n'avait jamais senti. Elle se recroquevilla, tirant son voile plus fortement sur son visage, attendant la voix stridente et cruelle d'Adrien. Ou pire, le contact de ses mains grasses, exigeant ses droits avant même la cérémonie. Elle ferma les yeux, les larmes chaudes se mêlant à la poussière sur ses joues, et pria pour que la tempête dure éternellement, repoussant l'inévitable. Mais la voix qui coupa la pénombre ne fut pas celle d'Adrien. « Levez-vous !» C'était une voix grave, autoritaire, mais dépourvue de cette malice grasse qu'elle attendait. Il y avait de la fatigue en elle et une froideur d'acier. Liara frissonna sans oser bouger. Elle entendit des pas lourds s'approcher. Le bruit de bottes militaires sur la tapisserie, non les babouches traînantes qu'Adrien avait l'habitude de porter. L'homme s'arrêta devant elle. Sa présence était accablante, remplissant l'espace d'une énergie qui fit se dresser les poils de la nuque de Liara. Elle s'attendait à un coup, un cri, une humiliation. « Jamilia, arrête ce théâtre !» dit l'homme avec impatience. « La tempête nous a piégés ici. Nous n'avons pas besoin de feindre la dévotion quand personne ne regarde. » Liara se figea. « Jamilia !» La confusion tourbillonna dans son esprit aussi vite que le sable dehors. Il l'avait confondue avec la princesse. Cela signifiait qu'elle n'était pas avec Adrien. Le soulagement fut si violent qu'elle laissa échapper un sanglot audible, ce que l'homme interpréta mal. Avec un soupir d'irritation, il se pencha. Liara sentit des mains grandes et fermes toucher ses épaules. Il n'y eut pas de violence,
seulement une fermeté indéniable. Il la souleva comme si elle ne pesait rien. « Regardez-moi » ordonna-t-il. Avant qu'elle ne puisse protester ou expliquer, il porta la main à son voile. Liara retint sa respiration. Au moment où le tissu de soie fut levé, le monde s'arrêta. Elle n'était pas devant la grenouille, mais devant le dragon. Farid se tenait là, grand, les cheveux noirs ébouriffés par le vent et les yeux d'un bleu intense comme la nuit dans le désert, fixés sur elle. Il était l'image du pouvoir absolu, une beauté sévère et intimidante qui assécha la gorge de Liara. Mais son expression changea instantanément. L'impatience disparut, remplacée par un choc absolu. Il s'attendait à voir le visage maquillé, altier et dédaigneux de Djamilia. Au lieu de cela, il trouva de grands yeux couleur miel, arrondis par la peur, de longs cils salis de sable et une bouche tremblante qui dénotait une innocence que Djamilia n'avait jamais possédée. La femme devant lui n'était pas une princesse gâtée. C'était une créature d'une beauté brute, effrayée, émanant une vulnérabilité qui frappa Farid en pleine poitrine avec la force d'un coup physique. Ils restèrent immobiles, le son de la tempête rugissant dehors, mais à l'intérieur de cette tente, un silence chargé d'électricité s'installa. Farid ne la lâcha pas. Ses mains tenaient toujours ses bras, et il réalisa que ses pouces caressaient inconsciemment sa peau douce à travers la soie. « Qui êtes-vous » murmura-t-il, la voix rauque, non plus avec autorité, mais avec une curiosité urgente, presque désespérée. Oh là là, Liara avait été placée dans la tente du mauvais fiancé. Au lieu d'avoir affaire au cruel Adrien, elle se trouvait dans la tente de l'homme le plus convoité de tout le royaume, l'héritier Farid, et il allait tomber éperdument amoureux d'elle. Et attention, je m'excuse déjà d'interrompre, mais, comme toujours, je dois vous rappeler de laisser un pouce bleu, de commenter ou de vous abonner à notre chaîne, car cela nous aide à continuer à vous proposer des vidéos. Alors, dites-nous d'où vous nous regardez aujourd'hui et nous allons tout de suite reprendre l'histoire. Car dès que Farid découvrira que Liara n'est pas Djamilia, tout va se compliquer. Liara tenta de parler, mais sa voix la trahit. Elle était au mauvais endroit, avec le mauvais homme, au moment le plus dangereux de sa vie. Si l'on découvrait qu'une fille de marchand était seule dans la tente du cher héritier, ce ne serait que la mort pour protéger l'honneur royal. Mais en regardant dans les yeux de Farid, la peur de la mort semblait lointaine. Ce qu'elle ressentait était une attraction magnétique, terrifiante et inévitable, comme si la tempête dehors avait poussé non seulement leur corps, mais leurs âmes vers une collision frontale. « Je suis une erreur », parvint-elle à murmurer, la vérité sortant comme une confession interdite. Farid regarda ses lèvres, puis revint à ses yeux. Le contrat politique, le père, le royaume, Djamilia, tout semblait s'évaporer devant la présence de cette étrangère qui sentait la pluie, le jasmin et la peur. La tempête les avait enfermés ensemble. Le destin cruel et moqueur avait jeté les dés. Et dans cette tente, isolée du monde qui exigeait leur sacrifice, l'erreur commençait à sembler la seule chose juste dans leur vie. Le vent hurlait contre la toile épaisse de la tente royale, une lamentation furieuse qui semblait vouloir arracher les piquets du sol et jeter cet abri luxueux aux cieux. Mais à l'intérieur, au centre du tapis persan, où Farid et Liara se faisaient face, le monde s'était arrêté. Farid relâcha lentement ses bras, comme si le contact physique brûlait et en même temps était la seule source de chaleur dans ce désert glacé par la tempête. Il recula d'un pas, passant la main sur son visage, une rare brèche dans sa posture d'acier. Le cher héritier, entraîné depuis le berceau à ne montrer aucune faiblesse, était désarmé. Une erreur? Il répéta son mot, la voix grave, vibrant dans sa poitrine. Si vous êtes une erreur, alors toute la planification de ce royaume est un mensonge. Il marcha jusqu'à l'entrée de la tente, écartant le lourd rideau de velours juste assez pour voir le chaos dehors.
Le sable était un mur solide, impénétrable. Des gardes criaient des ordres qui étaient engloutis par le vent. Personne ne viendrait, personne ne partirait. La sécurité du Cher était compromise, mais l'ironie était que le plus grand danger n'était pas dans la tempête, mais là, à l'intérieur, vêtu de soie qui ne lui appartenait pas. Farid se tourna de nouveau vers elle. Liara était toujours immobile, là où il l'avait laissée, serrant son propre corps. Elle tremblait non pas de froid, mais de l'adrénaline qui commençait à descendre, laissant place à une terreur rationnelle. « Savez-vous où vous êtes ?» demanda Farid, d'un ton plus doux maintenant, bien que ses yeux bleus continuassent de la disséquer. « Dans la tente du fiancé, répondit-elle d'une voix fragile. On m'a dit d'attendre ici. Les serviteurs couraient à l'aveuglette dans le sable. Quelqu'un m'a poussé. Ils ont dit que c'était la tente d'Adrien. » Le nom du cousin de Farid, cet être grotesque qui vivait d'excès et de cruauté, sonna comme une profanation sur ses lèvres. Farid sentit une vague de nausée, une répulsion instinctive qui n'avait rien à voir avec la politique. L'idée de cette femme, avec sa peau lumineuse et ses yeux de biche, livrée aux sales griffes d'Adrien, fit bouillir son sang. « Adrien !» Farid cracha le nom. « Vous deviez l'épouser aujourd'hui. » Liara acquiesça, baissant les yeux. Une larme solitaire traça un chemin à travers la poussière sur sa joue. « Oui, pour payer les dettes de mon père. » Farid laissa échapper un rire amer, sans humour. Il marcha jusqu'à une table basse en ébène où des carafes de vin et des plateaux de fruits intacts attendaient une célébration qui n'aurait pas lieu. « Dette », murmura-t-il, lui servant un verre d'eau et le lui tendant. « Il semble que nous soyons tous deux des monnaies d'échange ce soir. J'ai été vendu pour des alliances frontalières, vous pour des pièces d'or. » Liara hésita, mais la soif et le geste inattendu de gentillesse la firent accepter le verre. Ses doigts effleurèrent les siens. Une étincelle crépita si nette que tous deux retirèrent leurs mains comme s'ils avaient touché des braises ardentes. Liara but, sentant le regard de Farid brûler sur elle. Il ne la regardait pas comme un prince regarde une roturière. Il la regardait comme un homme affamé regarde la rosée après des années de sécheresse. « Asseyez-vous » ordonna-t-il, désignant les coussins de soie. Ce n'était pas un ordre royal, c'était une invitation urgente. La tempête va durer toute la nuit. Si je vous envoie dehors maintenant, le sable vous écorchera la peau avant que vous ne trouviez la tente de mon cousin. Et si mes gardes vous trouvent ici, il n'eut pas besoin de finir. Liara savait. Une femme étrangère dans la tente du Cher la nuit des noces, avant l'arrivée de la fiancée officielle, serait considérée comme une tentatrice, une meurtrière ou une prostituée. La peine pour les trois était la même. Elle s'assit au bord des coussins, recroquevillée. Farid s'assit devant elle, assez près pour qu'elle sente son odeur. Bois de santal, cuir et quelque chose de viril et musqué qui la fit vaciller. « Quel est votre nom ?» demanda-t-il. « Liara. »« Liara. » Il testa le nom sur sa langue, comme s'il savourait un fruit exotique. « Et que faites-vous, Liara, quand vous n'êtes pas vendu à des monstres ?» La question était directe, brutale, mais il y avait là une curiosité genuine. « Je crée des essences, » dit-elle, la passion surpassant momentanément la peur. « Je travaille avec les fleurs qui s'obstinent à naître dans les oasis. J'extrais ce qu'elles ont de meilleur avant que le soleil ne les tue. » Farid inclina la tête, fasciné. Jamilia, sa fiancée promise, ne parlait que de bijoux importés de Paris et de l'incompétence de ses servantes. « Vous capturez des âmes, alors, » dit Farid, la voix rauque. « Vous sauvez la beauté avant que le désert ne la détruise. »« C'est la seule façon de les faire durer, » murmura-t-elle, levant les yeux vers les siens. « Tout ce qui est beau ici meurt vite, votre Altesse. » Farid, corrigea-t-il dans une impulsion qu'il ne comprit pas lui-même. « Cette nuit, ici, je ne suis pas votre Altesse. Je suis juste l'homme pris dans la tempête avec vous. » Le silence qui suivit fut lourd, chargé de tout ce qui ne pouvait être dit. Dehors, le vent hurlait comme 1000 démons, mais là, dans ce petit cercle de lumière de lampe, une intimité terrifiante s'épanouissait.
Ils parlèrent non de politique ou de lignée, mais de peur. Farid parla du poids d'une couronne qui semblait faite de plomb, non d'or. Il parla de la solitude d'être entouré de 1000 personnes et de n'être vu par aucune. Liara parla de ses rêves de voyager, de voir des champs où les fleurs n'avaient pas besoin de lutter pour vivre. À chaque mot, la muraille entre eux s'écroulait. Farid réalisa que jamais, de toute sa vie de privilège, il n'avait été vraiment écouté. Les femmes le voulaient pour le pouvoir, les hommes pour la faveur. Liara l'écoutait, parce que dans cette tente, ils étaient égaux devant le destin. À un certain moment, la fatigue vainquit l'étiquette. Liara, épuisé par la terreur et le voyage, laissa pendre sa tête. Farid se mouva instinctivement, la soutenant avant qu'elle ne tombe. Il la cala sur les coussins, mais ne s'éloigna pas. Il resta là, observant son visage à la lumière tremblante. Elle était belle d'une manière qui faisait mal. Non la beauté polie et artificielle de la cour, mais quelque chose de sauvage et de nécessaire. Il toucha son visage du revers des doigts. La peau était douce, chaude. Liara ouvrit les yeux, ensommeillée, et ne recula pas. Elle tourna légèrement le visage, se nichant dans sa main. Le geste fut d'une confiance si absolue, si dévastatrice, que Farid sentit son cœur manquer un battement. Il se pencha. Sa respiration se mêla à la sienne. Il pouvait sentir l'odeur de jasmin qui émanait de ses cheveux, un parfum naturel, non une huile chère. Ses lèvres étaient à quelques millimètres des siennes. Il voulait l'embrasser, voulait la prendre là, tout de suite, défier son père, le royaume, l'univers entier. Il voulait déchirer le contrat de mariage avec Jamilia et déclarer qu'il avait trouvé sa reine dans la fureur du sable. Mais il était Farid, l'héritier, et le devoir était une chaîne que même l'amour naissant ne pouvait briser si facilement. Il s'arrêta, le front contre le sien, fermant les yeux avec force, luttant contre le désir accablant de la sauver et de se condamner lui-même. « Liara » murmura-t-il, la voix brisée. « Le monde extérieur reviendra nous réclamer au matin. » Et le monde revint, implacable et cruel. Liara se réveilla avec le silence. Le rugissement du vent avait cessé. À sa place, on entendait le trépignement des chevaux, le cliquetis des métaux et des voix autoritaires. La lumière pâle du matin filtrait à travers la toile. Farid était déjà debout, entièrement vêtu, la tunique cérémoniale impeccable, la posture rigide d'un souverain. Mais quand il la regarda, ses yeux étaient des puits de tourment. « Ils sont là, dit-il bas et vite, mon père, le vizir et la suite d'Adrien. » Liara se leva d'un bond, la panique glaçant ses veines. L'enchantement de la nuit précédente s'évapora, ne laissant que la froide réalité d'une lame sur le cou. « Que dois-je faire » demanda-t-elle, la voix tremblante. Farid traversa l'espace entre eux en 2 grands pas. Il tint son visage entre ses mains avec une férocité désespérée. « Écoutez-moi bien. Personne ne vous a vu entrer. La tempête a effacé vos traces. Vous allez sortir par l'arrière. Il y a une coupure dans la toile derrière ce coffre. Elle mène directement à la zone des provisions, près de la tente d'Adrien. » Farid, elle tenta d'argumenter, ses yeux se remplissant de larmes. Elle ne voulait pas partir. L'idée de quitter cet homme qui l'avait regardée comme si elle était précieuse pour se livrer au monstre était pire que la mort. « Allez » siffla-t-il, la douleur transparaissant dans la dureté de sa voix. « Si on vous trouve ici, ma mère, Leïla, exigera votre exécution pour laver mon honneur avant le mariage avec Jamilia. Je ne peux pas vous protéger si vous êtes trouvé dans mon lit. Je suis l'héritier, mais je ne suis pas encore le roi. » Des voix résonnèrent juste devant l'entrée principale. La voix stridente de Leïla, la mère de Farid, coupa l'air matinal, exigeant de voir son fils. « Adrien est un porc, mais il vous gardera en vie, » dit Farid, chaque mot un éclat de verre dans sa gorge. « Épousez-le, survivez, faites tout ce qu'il faut pour continuer à respirer, car tant que vous respirerez, il y aura une chance. » Ils avaient convenu d'une excuse à raconter pendant leur temps ensemble. Farid serait resté seul dans la tente à cause de la tempête.
Liara dirait qu'elle était restée bloquée dans la tente arrière, craignant de sortir et de se perdre dans le désert pendant la tempête. Ce n'était pas un mensonge parfait. Mais pour les gens qui n'imagineraient jamais qu'il serait dans la tente du Cher, ce serait suffisant. Il la tira à lui dans une étreinte violente et brève, pressant son corps contre le sien, comme s'il voulait l'absorber. Puis il la relâcha, la poussant vers le fond de la tente. « Allez, et ne me regardez jamais dans les yeux en public, ou ils sauront et ils nous détruiront. » Liara étouffa un sanglot. Elle le regarda une dernière fois, une image de pouvoir et d'impuissance. L'homme qui aurait pu être son sauveur, devenant maintenant son bourreau par nécessité. Elle se faufila par la fente dans la toile, sortant dans l'air froid du désert, laissant derrière elle le seul endroit où son âme s'était sentie chez elle. De l'intérieur, Farid lissa sa tunique, composa son masque d'indifférence royale et marcha vers l'entrée. Il écarta le rideau et sortit dans la lumière aveuglante du soleil, où sa mère et le vizir l'attendaient avec des sourires faux, où le destin, avec sa cruauté infinie, venait de sceller la porte de 2 prisons dorées. L'erreur avait été commise, et maintenant tous deux paieraient le prix en sang et en temps. Les jours au palais de Kalahat traînaient comme une caravane perdue sous le soleil de midi, lent et torturant, transformant les semaines en mois d'un silence suffocant. Pour Liara, le mariage avec Adrien n'était pas une union, mais une sentence de service forcé, déguisée en mariage. 3 mois s'étaient écoulés depuis la tempête. 3 mois depuis que la chaleur des mains de Farid avait été remplacée par la froideur du marbre, qu'elle frottait maintenant. Liara était à genoux dans la cour intérieure de l'aile est, une brosse à poils durs dans une main et un seau d'eau savonneuse dans l'autre. Le soleil du matin brûlait déjà sa nuque, exposée parce que le voile aurait gêné le travail. Il n'y avait pas de servante là, juste elle. « Tu as laissé une tâche là, fille inutile. » La voix de Leïla, la mère du Cher, coupa l'air comme un fouet. La femme plus âgée se tenait à l'ombre d'un palmier dattier, vêtue de soies impeccables, observant le travail manuel de l'épouse d'Adrien avec un plaisir sadique. Comme Adrien était un cousin éloigné de Farid et vivait dans les dépendances du palais, sous la générosité royale, Leïla se sentait en droit de traiter son épouse comme une propriété de l'État. « Je vais nettoyer, madame », murmura Liara, ravalant son orgueil qui lui brûlait la gorge, plus acide que le vitriol. « Votre Altesse, corrigea Leïla, les yeux étroits comme des fentes de vipère. Et remerciez-moi de vous permettre d'être utile. Adrien m'a dit que vous êtes frigide au lit. Si vous ne servez pas à réchauffer les draps de mon neveu, au moins servirez-vous à garder propre le sol sur lequel je marche. » Liara frotta la pierre avec plus de force, imaginant que la tâche était le visage de cette femme. La vérité était qu'Adrien la touchait à peine, et c'était sa seule bénédiction. L'homme était une créature d'excès. Il passait les nuits dans les maisons de jeu de la basse ville ou évanoui sur des divans, sentant l'araque bon marché et le parfum des prostituées. Quand il revenait, il était trop ivre pour quoi que ce soit d'autre que ronfler et baver sur l'oreiller à côté d'elle. La virginité de Liara restait intacte, un secret gardé non par vertu, mais par l'incompétence dépravée de son mari. Mais l'humiliation publique était quotidienne. Leïla s'en assurait. La matriarche savait d'une manière instinctive et venimeuse que la présence de cette femme pauvre dérangeait l'ordre naturel du palais. Du haut d'un balcon sculpté dans la pierre calcaire, 4 étages plus haut, des yeux sombres observaient la scène avec une fureur contenue qui aurait pu incendier le royaume entier. Farid serra le parapet de pierre avec tant de force que les jointures de ses doigts blanchirent, menaçant de fissurer la maçonnerie. Liara, à genoux, étant humiliée par sa propre mère, était une dague, tournant lentement dans sa poitrine tous les jours. Il était le Cher, le souverain suprême, depuis que son père était tombé malade la dernière lune, mais il se sentait l'homme le plus impuissant du désert. « Farid, chéri, vous m'écoutez ?» La voix nasillarde de Jamilia vint de l'intérieur de la chambre, traînante et pleine d'ennui. Farid ferma les yeux un instant, composant le masque de glace qu'il portait depuis le mariage, et se tourna.
Jamilia était alanguie sur une chaise longue, feuilletant un magazine de mode européen importé. La chambre était encombrée de boîtes de shopping, de chaussures de Paris, de bijoux de Milan, de fourrures inutiles sous la chaleur du désert. Elle était belle, d'une manière plastique et vide, comme une poupée de porcelaine qui se briserait si elle était exposée à une émotion réelle. « Qu'y a-t-il, Jamilia ?» demanda-t-il d'une voix monotone. « J'ai dit que nous devions redécorer l'aile ouest. Le doré est tellement démodé. Je veux tout en platine et velours bleu. Et j'ai besoin que vous autorisiez le budget. Le trésorier est d'une radinerie insupportable. Le peuple des villages du Nord est encore en train de reconstruire les maisons après la tempête, Jamilia, répondit Farid, marchant vers sa table et prenant un document quelconque pour ne pas avoir à la regarder. Il n'y a pas d'or pour du velours bleu. Jamilia souffla, jetant le magazine par terre. Vous êtes si ennuyeux. Votre père n'a jamais rien refusé à votre mère. Pourquoi dois-je vivre comme une paysanne? Et en parlant de paysanne, elle se leva, marchant jusqu'au balcon où il se tenait quelques instants auparavant. Cette petite souris d'Adrien est toujours en bas. C'est déprimant. Nous devrions les envoyer dans une propriété à la campagne. Loin, ils sentent l'échec. La mâchoire de Farid se serra. « Il reste, dit-il, la voix dangereusement basse. Adrien est de ma famille et son épouse est sous ma protection, comme tout le monde dans ce palais. » Protection. Jamilia rit, un son strident. Votre mère la traite comme de la vermine, et vous regardez du balcon comme un voyeur. Si c'est cela la protection, rappelez-moi de ne jamais en avoir besoin. Farid sortit de la chambre en claquant la lourde porte de chêne, le son résonnant dans les couloirs comme un tonnerre. Il avait besoin de sortir de là, avait besoin de respirer, mais l'air du palais était vicié, empoisonné par de mauvais choix et des devoirs maudits. La nuit apporta avec elle le banquet de la pleine lune, une tradition diplomatique que Farid ne pouvait annuler. La grande salle de banquet était illuminée par 1000 bougies flottantes dans des candélabres de cristal. Des ambassadeurs, des vizirs et de riches négociants en pétrole emplissaient les tables basses, regorgeant d'agneaux rôtis, de dattes et de vins prohibés servis dans des coupes opaques. Liara tenta de se cacher dans l'ombre d'une colonne, vêtue d'une simple tenue de coton qui détonnait avec les soies brillantes des autres femmes. Elle ne voulait pas être là, mais Adrien avait insisté. Il avait besoin de montrer qu'il avait une femme, avait-il dit, traînant les mots. Maintenant, Adrien était assis sur des coussins de velours violet, le visage huileux et les yeux rouges de vin. Il riait trop fort aux blagues d'un investisseur allemand, un homme corpulent assis à ses côtés. « Mon épouse ?» La voix d'Adrien monta d'une octave, attirant les regards. Il pointa son verre tremblant en direction de Liara. « Ah, Liara, venez ici, ne soyez pas timide. » Le cœur de Liara s'arrêta. Elle sentit le poids du regard de Farid de l'autre côté du salon, assise sur le trône élevé à côté d'une Jamilia ennuyée. Elle ne regarda pas le cher. Son ordre résonnait encore dans son esprit. « Ne me regardez jamais dans les yeux en public. » Elle marcha jusqu'à la table d'Adrien, gardant la tête basse. « Oui, mon mari. » Adrien attrapa son poignet avec force, la tirant maladroitement vers le bas. Elle trébucha, tombant sur les coussins à côté de l'Allemand. L'odeur d'alcool et de sueur aigre d'Adrien était nauséabonde. Hans était en train d'admirer la texture de la tapisserie. Adrien balbutia, souriant lascivement à l'investisseur. « Je lui ai dit que vous aviez des mains talentueuses, des mains de restauratrice, des mains qui savent bien traiter les choses délicates. » L'Allemand sourit, des dents jaunes apparaissant sous sa moustache. Et sa main lourde se posa sur la cuisse de Liara. « En effet, » dit l'homme en serrant sa jambe, « une rareté de voir une beauté si exotique et soumise. Peut-être pourrions-nous négocier ce contrat d'exportation, Adrien, si l'hospitalité inclut tous les conforts. » Liara se figea, l'horreur la paralysa. Adrien ne la défendit pas, au contraire, il rit, haussant les épaules, comme s'il vendait un chameau. « Ce qui est à moi est à vous, mon ami. Les affaires sont les affaires. » Le bruit de verre brisé fit taire tout le salon.
Sur l'estrade royale, Farid s'était levé. La coupe d'or qu'il tenait était écrasée dans sa main. Le vin s'écoulant comme du sang entre ses doigts. La musique s'arrêta, les danseurs se figèrent. Farid descendit les marches de l'estrade. Il n'y avait aucune hâte dans ses mouvements, seulement une létalité prédatrice. Il ne ressemblait pas à un monarque civilisé. Il ressemblait à la tempête de sable elle-même prenant forme humaine. Jamilia tenta de retenir son bras, mais il se dégagea comme si elle était de la fumée. Il traversa le salon, sa cape cérémoniale ondoyant derrière lui. Le silence était si absolu qu'on pouvait entendre la respiration tremblante des invités. Adrien, comprenant tardivement le danger, tenta de se lever, un sourire nerveux et ivre sur le visage. « Cousin Farid, nous étions justes. » Farid ne s'arrêta pas. Il attrapa Adrien par le col de sa tunique brodée et le souleva du sol avec une force qui défiait la physique. Le bruit du poing du Cher percutant le visage d'Adrien fut sec, brutal et satisfaisant. L'os du nez craqua. Adrien vola en arrière, renversant la table basse, des plats d'or et des plateaux de nourriture s'envolant dans toutes les directions. L'investisseur allemand retira sa main de la jambe de Liara comme s'il avait touché une braise et se recroquevilla. Farid s'arrêta au-dessus du corps gémissant d'Adrien, la poitrine haletante, mais ses yeux n'étaient pas sur la victime. Ils se tournèrent vers Liara. Pendant une seconde éternelle, il brisa sa propre règle. Il la regarda dans les yeux devant toute la cour. Il y avait du feu là, un amour désespéré et une fureur protectrice qui en disaient plus que 1000 poèmes. « Emportez cette ordure d'ici », ordonna Farid aux gardes, sa voix réverbérant sur les murs de pierre, désignant Adrien. « Et si j'entends un mot de plus irrespectueux dans ce salon, de qui que ce soit, la punition ne sera pas un coup de poing, ce sera l'épée. » Le vizir courut, pâle, tentant de contrôler les dommages diplomatiques. Leïla se leva de sa table, outragée, criant quelque chose sur l'honneur de la famille, mais Farid ne tourna même pas la tête. Il tendit la main, non pour aider Adrien, mais vers l'espace vide entre lui et Liara. Il arrêta son geste à mi-chemin, se souvenant d'où ils étaient, se souvenant des chaînes invisibles qui les liaient. Il ferma le poing, retira son bras et tourna le dos. « Le banquet est terminé », déclara-t-il, et quitta le salon sans regarder en arrière, laissant une traînée de chaos et une promesse silencieuse de guerre. Liara resta là, entourée de nourriture renversée et de regards choqués. Elle toucha l'endroit sur sa jambe où la main de l'étranger avait été, se sentant souillée, mais quand elle regarda le large dos de Farid s'éloigner, elle sentit quelque chose de nouveau naître au milieu de la honte. Ce n'était pas de la peur, c'était de l'espoir, et c'était dangereux. Cette nuit-là, pendant qu'Adrien gémissait le nez cassé dans une autre chambre et que le palais murmurait des scandales, Liara ne dormit pas. Elle alla jusqu'à la petite véranda de ses appartements et regarda la lune. De l'autre côté de la cour, une seule lumière était allumée dans la tour du Cher. Ils étaient séparés par des murs de pierre, par des lois anciennes et par des mariages illusoires. Mais la violence de cette nuit avait brisé quelque chose de plus que le nez d'Adrien. Elle avait brisé la résignation. Liara toucha le verre froid de la fenêtre. Elle ne supporterait plus d'être une marchandise. Si Farid était prêt à enfreindre les règles pour elle, elle devait être prête à briser son propre destin pour l'atteindre. La soumission était terminée. La rébellion était sur le point de commencer. Le silence qui suivit le coup de poing de Farid ne dura pas longtemps. Il fut remplacé dans les heures suivantes par un murmure frénétique qui courait dans les couloirs de grès comme du poison dans la circulation sanguine. Le palais royal, jadis un monument de stabilité, tremblait sous le poids du scandale. Liara fut confinée à ses appartements, non par Adrien, trop occupé à étancher le sang de son nez cassé et à conspirer avec des avocats, mais par la garde royale, sous les ordres directs du Cher. Elle ne savait pas si elle était une prisonnière ou une protégée. La réponse vint avec le grincement de la lourde porte en chêne, bien après minuit. Farid entra, et l'atmosphère dans la chambre changea instantanément. Il portait toujours les vêtements du banquet, la tunique cérémoniale déboutonnée au col, le visage marqué par un épuisement furieux.
Il ressemblait à un lion qui venait de déchirer sa cage. « Préparez vos affaires, dit-il, la voix rauque, sans préambule. Mes avocats sont déjà en train de rédiger l'annulation. L'allégation sera de cruauté et d'incapacité maritale. Adrien n'aura pas d'autre choix que d'accepter, ou je révélerai ce qu'il doit au trésor royal. » Liara était assise au bord du lit, les mains croisées sur ses genoux. Elle le regarda. L'homme qui l'avait défendu avec la violence d'une tempête, et sentit son cœur se serrer. « Et après » demanda-t-elle à voix basse. Farid s'arrêta, fronçant les sourcils. « Ensuite, vous viendrez à l'aile Est, mes appartements privés. Tamara sera envoyée à la résidence d'été sur la côte jusqu'à ce que je puisse dissoudre mon propre contrat sans provoquer de guerre civile. Vous serez en sécurité, vous serez mienne. » Liara se leva lentement. L'offre était tentante. C'était la promesse de sécurité, de luxe et surtout de l'homme qu'elle aimait. Mais il y avait une faille fondamentale dans cette fantaisie. « Serais-je votre ?»« Quoi ?» demanda-t-elle, faisant un pas vers lui. « Votre maîtresse officielle, votre concubine favorite, la femme que le cheikh a sauvée de la misère pour la garder cachée derrière des rideaux de soie, tandis que l'épouse légitime est exilée, mais conserve le titre. » Farid hésita, la douleur traversant ses yeux sombres. « Liara, c'est le mieux que je puisse faire maintenant. Les lois, le conseil des jurisconsultes. Les lois ont été écrites par des hommes comme votre père et le mien. » Elle l'interrompit doucement, touchant sa poitrine. Son cœur battait fort contre la paume de sa main. « Si je pars avec vous maintenant, Farid, je ne serai qu'une possession changeant de maître. Je sortirai de la cage de fer d'Adrien pour entrer dans votre cage dorée. Je vous aime trop pour accepter d'être votre sale secret. » Il serra sa main avec force, le désespoir fissurant son masque d'autorité. « Vous préférez rester avec lui ? » ?»« Non, je préfère être libre. » Elle s'éloigna, allant jusqu'à une petite étagère où elle gardait les quelques livres qu'elle avait réussi à faire passer en fraude au palais. Elle tira un vieux volume de cuir usé. Il existe un précédent, l'article sur la dignité du règne du sultan Omar, il y a 300 ans. Une femme peut demander le divorce unilatéral si elle prouve que l'union offense la volonté divine par la corruption de l'âme. Farid regarda le livre, incrédule. Aucun juge du conseil des jurisconsultes n'a accepté cet argument depuis des siècles. Ils vont se moquer de vous. Adrien et sa mère, Leïla, vont vous déchiqueter au tribunal demain. »« Alors laissez-les rire, » dit Liara en relevant le menton, une nouvelle flamme brûlant dans ses yeux. « Mais je ne me cacherai pas derrière votre épée, Farid. Si nous devons être ensemble un jour, ce doit être entre égaux. Un roi et une reine, pas un propriétaire et sa propriété. » Farid l'observa un long moment, l'admiration luttant contre l'instinct protecteur. Il revit la femme qu'il avait rencontrée dans la tente pendant la tempête de sable, non l'épouse soumise que le monde avait tenté de forger. Il hocha la tête solennellement. « Alors nous nous battrons, dit-il, mais à ma manière. » La matinée du jugement apporta une chaleur suffocante, comme si le désert lui-même retenait son souffle. Le tribunal familial, une salle caverneuse, avec des colonnes de marbre et de hautes fenêtres qui filtraient la lumière impitoyable, était bondé. La nouvelle du coup de poing du cheikh avait attiré l'élite curieuse comme des vautours. Adrien était là, le nez couvert d'un bandage grotesque, assis à côté de Leïla. Elle apparaissait comme une vipère prête à bondir, vêtue d'un deuil théâtral, murmurant des instructions venimeuses à l'oreille de son neveu. De l'autre côté, Jamilia, l'épouse de Farid, observait avec un sourire moqueur, certaine que l'humiliation publique de cette femme de peu réaffirmerait son propre pouvoir. Liara entra seule. Elle refusa le lourd voile que Leïla avait tenté d'imposer. Elle portait une camille simple, bleu foncé, la couleur de la vérité. Quand elle se positionna devant les 3 juges anciens, le murmure cessa. « Cette femme, » commença l'avocat d'Adrien, un homme à la voix mielleuse, cherche à déshonorer l'une des plus anciennes familles du royaume. Elle allègue l'infélicité, comme si le devoir se souciait des sentiments.
Nous demandons qu'elle soit rendue à la garde de son mari pour une discipline domestique immédiate. » L'un des juges, un homme à la barbe blanche et au regard sévère, acquiesça. « La requérante a-t-elle quelque chose à dire avant que nous ne prononcions la sentence ?» Liara ouvrit la bouche pour citer la loi ancienne, pour parler de dignité et de la corruption de l'âme. Mais les doubles portes du fond du salon s'ouvrirent avec un fracas qui réverbéra dans les côtes de tous les présents. Farid entra. Il ne portait pas de costumes occidentaux ce jour-là. Il portait la tenue complète de chair héritier, avec le manteau royal brodé d'or et la dague cérémoniale à la ceinture. La garde royale marchait derrière lui, non pas comme escorte, mais comme force d'occupation. L'air dans le tribunal devint raréfié. « Votre Altesse !» bégaya le juge principal, se levant précipitamment. « C'est une affaire domestique privée. » Il n'y a rien de privé quand la corruption infecte le trône. La voix de Farid coupa l'air, froide et létale. Il marcha jusqu'au centre du salon, ignorant Adrien, qui se recroquevilla sur sa chaise et s'arrêta à côté de Liara. Il ne la toucha pas, mais sa présence était un bouclier impénétrable. Il fit un signe et l'un de ses assistants remit un épais dossier au juge principal. « Ce que Madame Liara recherche est le divorce basé sur l'indignité, » déclara Farid, se tournant vers l'audience. « Et j'apporte la preuve de cette indignité. Ce ne sont pas des poèmes sur des sentiments, ce sont des relevés bancaires. » Le silence fut absolu. Leïla devint pâle sous son maquillage épais. La famille d'Adrien, avec la complicité de la famille de mon épouse Jamilia, Farid désigna les deux factions sans même les regarder, a détourné des fonds destinés à l'irrigation des villages du Sud vers des comptes offshore depuis 5 ans. Ils ont utilisé les dots de mariage pour blanchir de l'argent volé au peuple. Un cri d'indignation éclata dans la galerie. Jamilia se leva, criant que c'était un mensonge, mais les gardes de Farid étaient déjà en mouvement. Un mariage construit sur le vol et la trahison envers l'État est nul devant Dieu et devant la loi, continua Farid, sa voix dominant le chaos. Moi, Farid Ben Zayed Al Nahyan, exerçant mon autorité en tant que régent au nom du sultan, déclare les 2 contrats de mariage. Il désigna Liara et Adrien, puis lui-même et Jamilia, dissous pour haute trahison morale et financière. Le marteau du juge n'eut même pas besoin de frapper. Le verdict avait été prononcé par le pouvoir brut de la vérité exposée. Adrien tenta de courir, mais fut intercepté par les gardes, criant des menaces vaines, tandis qu'il était traîné dehors. Jamilia, pour la première fois sans son masque d'arrogance, pleurait copieusement, tandis qu'elle était escortée loin du luxe qu'elle croyait être son droit divin. Au centre de l'ouragan, Farid se tourna vers Liara. Le tribunal était en plein pandémonium, mais pour eux, le monde s'était arrêté. « N'était fait, dit-il, la respiration lourde. Vous êtes libre. » Liara le regarda, le pouvoir qu'il exerçait, la manière dont il avait détruit le système de l'intérieur pour la sauver. Elle ressentit un amour si profond qu'il faisait mal, mais elle sentit aussi l'abîme qui existait entre qui il était, un souverain prêt à régner, et qui elle était à ce moment-là, une femme brisée tentant de rassembler les morceaux. « Merci, murmura-t-elle. « Venez avec moi, demanda-t-il, tendant la main. « La voiture est dehors, nous pouvons aller au palais. Il est à nous, maintenant. » Ce fut le moment le plus difficile de sa vie. Liara regarda la main tendue, la main qu'elle voulait tenir pour toujours, et secoua négativement la tête. La confusion obscurcit les yeux de Farid. « Quoi, Liara? C'est fini. Nous avons gagné. » « Vous avez gagné, Farid. Vous avez utilisé votre pouvoir, votre influence, votre courage. J'ai été seulement la spectatrice de mon propre sauvetage. » Elle ravala ses larmes, gardant la posture droite. « Si je reste avec vous maintenant, je serai toujours la femme que le Cher a sauvée. Je serai définie par votre protection. J'ai besoin de savoir qui je suis quand je n'ai pas peur ou que je ne suis pas sauvée. Vous me quittez ?» Sa voix faillit, la vulnérabilité d'un garçon surgissant sous l'armure du roi. « Je vais me trouver, corrigea-t-elle.
pour que quand je reviendrai, si vous me voulez encore, je puisse être à vos côtés, pas derrière vous. 2 heures plus tard, le jet privé sur la piste privée de l'aéroport royal se préparait au décollage. L'asphalte irradiait des ondes de chaleur, distordant l'horizon. Farid et Liara se tenaient au pied de l'escalier. Il n'y avait pas de suite, seulement eux deux. Il lui tendit une enveloppe. À l'intérieur, il n'y avait pas d'argent de subornation, mais les documents d'une bourse d'études en parfumerie à Paris et un petit acte de propriété pour un appartement parisien acheté en son nom sans lien avec la couronne. « J'attendrai », dit Farid, le vent du désert agitant son manteau. Il semblait solitaire contre l'immensité du paysage, mais aussi éternel. « N'attendez pas les bras croisés, Farid. » Liara sourit, un sourire triste, mais rempli d'un nouvel espoir. Elle toucha son visage, mémorisant la texture de sa peau, la courbe de sa mâchoire. « Construisez le royaume dont nous avons rêvé dans cette tente. Faites en sorte que cela vaille la peine de revenir. » Il la tira à lui. Puis, un baiser désespéré, au goût de sel et de promesses. Un baiser qui tentait de dire tout ce que les mots ne pouvaient pas. Ce fut un sceau, une marque dans l'âme. Quand ils se séparèrent, tous deux savaient que ce n'était pas un adieu. C'était un intervalle nécessaire entre 2 actes d'un grand opéra. Liara monta l'escalier sans regarder en arrière, sachant que si elle le faisait, elle n'aurait pas la force de partir. La porte de l'avion se referma, l'isolant de la chaleur, de l'odeur d'épices et de l'homme qu'elle aimait. Alors que l'appareil prenait de l'altitude, laissant derrière lui les dunes dorées et le palais qui avait été sa prison, Liara appuya son front contre la fenêtre. En bas, Farid n'était qu'un point sombre dans le vaste ocre du désert. Elle n'était plus l'épouse d'Adrien, elle n'était plus la victime. Le monde s'ouvrait devant elle, vaste et terrifiant. Paris l'attendait. La femme qu'elle était destinée à devenir l'attendait. Et quelque part dans le futur, un trône l'attendait, non par droit de mariage, mais par droit de conquête. La rébellion était terminée. L'ascension ne faisait que commencer. 5 ans. Assez de temps pour que les cellules du corps humain se renouvellent presque complètement. Assez de temps pour que le sable du désert ensevelisse d'anciennes civilisations et que le vent en découvre d'autres. Pour Liara, 5 ans furent la mesure exacte entre la survie et la renaissance. Paris n'était pas seulement une ville, elle était devenue son armure de soie et de verre. Dans son bureau de l'avenue Montaigne, la climatisation maintenait une température constante, aseptique, très éloignée de la chaleur suffocante qui avait un jour marqué sa peau. Sur la table en acajou, un flacon de cristal taillé captait la lumière grise de l'après-midi parisienne. L'étiquette minimaliste et dorée n'affichait qu'un seul mot, Simum. C'était son chef-d'œuvre, la fragrance qui l'avait couronnée nouvelle reine de la parfumerie européenne. Notes de safran, de rose de Damas et une touche d'ozone. L'odeur exacte de la tempête qui avait changé sa vie. Elle n'était plus l'épouse échangée, la monnaie d'honneur d'un père ruiné ou la prisonnière d'un palais. Liara était la PDG d'Al-Zahir SA, une femme qui négociait avec des conglomérats mondiaux et dont les yeux, autrefois baissés en signe de soumission, affrontaient maintenant le monde avec une froideur calculée. Mais cet après-midi-là, la froideur vacilla. L'enveloppe sur sa table n'avait pas d'expéditeur, seulement le sceau royal de Kadar en relief à sec. Ses doigts tremblèrent imperceptiblement en brisant le sceau. Ce n'était pas une convocation ni une menace, c'était une invitation. Le Forum économique du Golfe, à Dubaï, sollicitait la présence de la plus grande entrepreneuse d'essence de l'année pour une table ronde de clôture. L'investisseur majoritaire de l'événement, resté anonyme jusqu'alors, exigeait personnellement sa présence. Liara marcha jusqu'à la fenêtre. La tour Eiffel perçait le ciel, mais ce qu'elle voyait était l'horizon tremblant des dunes. Elle savait qu'il ne s'agissait pas d'affaires. C'était un appel. L'entracte de l'opéra était terminé. Le vol pour les Émirats fut un flou de première classe et de champagne intouché. Quand les portes de l'aéroport s'ouvrirent,
La chaleur la frappa, non pas comme une gifle, mais comme une étreinte ancienne et dangereuse. Contrairement à 5 ans auparavant, elle ne baissa pas la tête, ajusta ses lunettes de soleil, redressa sa posture et marcha dans le hall comme si elle était la maîtresse du sol qu'elle foulait. Le bal de gala cette nuit-là était une profusion de diamants et de politiques. Des hommes en dishdasha blanche et des femmes en robes de haute couture circulaient sous des lustres, qui coûtaient plus que l'intégralité de la dette de son père. Liara se mouvait dans le salon avec la grâce d'une prédatrice. Sa robe, d'une nuance lilas, contrastait avec la mer d'or et de blanc autour d'elle. Elle conversait, affichait le sourire social qu'elle avait perfectionné à Paris, mais ses sens étaient en alerte maximale. Elle sentit sa présence avant de le voir. La musique diminua, la foule comme la mer Rouge se scinda en deux. Farid ne marchait pas. Il occupait l'espace. En 5 ans, le temps avait été généreux et cruel avec lui. Il y avait des fils d'argent dans sa barbe et des rides d'expression autour de ses yeux qui dénotaient des nuits sans sommeil, mais son aura de pouvoir s'était solidifiée. Il n'était plus seulement un prince héritier tentant de moderniser un royaume archaïque. Il était le sultan suprême. L'autorité émanait de lui comme la chaleur d'une fournaise. Quand leurs regards se croisèrent, le salon disparut. Il n'y avait ni investisseurs, ni diplomates, ni musique, juste le fil invisible qui les avait liés dans cette tente, vibrant maintenant d'une tension insupportable. Il s'arrêta devant elle. Il n'y eut pas de révérence protocolaire. Farid la regarda comme un homme assoiffé regarde la rosée. « Simone » dit-il, la voix grave vibrant dans sa poitrine. « Un nom audacieux. Vendre la tempête qui nous a presque tués, embouteillés dans du cristal. » « La tempête ne nous a pas tués, Majesté, » répondit Liara, soutenant son regard. Sa voix ne tremblait pas. « Elle nous a purifiés. J'ai seulement vendu la mémoire de la Renaissance. » Un sourire minime, presque imperceptible, courba les lèvres de Farid. « Vous avez fleuri, Liara. Paris vous a bien réussi, mais je vois que vous portez encore le désert dans vos yeux. Le désert fait partie de qui je suis, mais ce n'est plus ma prison. Ça n'a jamais été mon intention. » Il fit un pas en avant, envahissant son espace personnel, d'une manière qui aurait fait paniquer les agents de sécurité, mais personne n'osa bouger. J'ai lu chaque interview, j'ai suivi chacune de vos victoires, j'ai acheté des actions de chacun de vos concurrents juste pour m'assurer que personne ne puisse bloquer votre chemin. Liara sentit l'air lui manquer. Vous avez été l'investisseur providentiel à Londres, le fonds de capital investissement à Milan. J'ai dit que je préparerais le royaume. J'ai commencé par m'assurer que la reine aurait son propre empire pour qu'elle n'ait jamais besoin du mien. Il tendit la main. Ce n'était pas un ordre, c'était une offre. Venez avec moi. Il y a des choses que la diplomatie m'empêche de dire dans ce salon. Ils sortirent sur la terrasse. La nuit de Dubaï brillait de gratte-ciel futuriste, mais le vent apportait le sable. Farid appuya ses mains, regardant la ville, mais son esprit semblait être ailleurs. « Les lois ont changé, » dit-il, sans préambule. Le conseil des jurisconsultes a été reformulé. Le divorce pour indignité est maintenant un droit irrévocable de la femme. La garde des enfants, la possession des biens. J'ai réécrit le code civil avec l'encre de ma propre frustration. Vous avez fait beaucoup, admit Liara touché. Mais les lois ne changent pas les cœurs, Farid. Non, mais la justice change les destins. Il se tourna vers elle, le visage durci par une satisfaction sombre. Vous vous êtes interrogé à leur sujet? Sur les fantômes que nous avons laissés derrière nous, Liara n'eut pas besoin de demander de qui il parlait. Le nom d'Adrien laissait encore un goût amer dans sa bouche, et le souvenir de Jamilia était comme un parfum bon marché et écœurant. Je préférais oublier. L'oubli est une bénédiction qu'il ne mérite pas. Farid sortit une fine tablette de la poche intérieure de son manteau et fit glisser son doigt sur l'écran. L'image n'était pas celle d'un palais ni d'une fête. C'était le film granuleux d'une caméra de sécurité d'un condominium populaire à la périphérie de l'ancienne capitale. L'appartement était minuscule, encombré de vieux meubles. Adrien apparaissait sur l'image, chauve, gros,
d'une manière malsaine, portant un t-shirt taché. Il criait, gesticulant vers une femme assise sur le canapé, une cigarette à la main. Jamilia. Elle semblait des décennies plus âgée, le visage marqué par l'amertume, vêtue de vêtements négligés. « Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé ?» murmura Liara, horrifiée et fascinée. « Ironie, » répondit Farid, rangeant l'appareil. « Quand j'ai exposé la corruption de leur famille, leurs biens ont été gelés. Leur réputation fut détruite. Personne dans le royaume ne voulait s'associer aux traîtres. Ruinées et déshonorées, les familles ont trouvé la seule solution honorable possible pour éviter la rue. Elles les ont mariés, tous les deux. » Liara laissa échapper un rire incrédule, un son qui jaillit de sa gorge. « Adrien et Jamilia mariés? Oui, ils vivent dans un cycle éternel de reproches et de cris. Adrien reproche à Jamilia leur faillite. Jamilia reproche à Adrien sa médiocrité. C'est un enfer particulier, Liara, une prison sans barreaux qu'ils ont construite, brique par brique. « Et votre mère ?» demanda Liara. « Juste après toute cette situation, mon père est décédé, et elle a dit qu'elle avait besoin de retrouver le sens de la vie. Elle s'est excusée et voyage un peu partout. Elle envoie toujours des photos. La dernière fois, elle était au Brésil. Il paraît qu'elle a rencontré un fermier et qu'elle est amoureuse. Comique, n'est-ce pas? Rien de tel que l'amour pour nous faire renaître, n'est-ce pas ?» Liara murmura en riant à Farid. La sensation de justice fut accablante, mais elle n'apporta pas de joie maligne, seulement une clôture. Le passé était enfin mort. Ces personnes n'étaient pas des monstres, elles n'étaient que des figures pathétiques piégées dans leur propre mesquinerie. « C'est fini, » dit-elle, sentant un poids quitter ses épaules qu'elle ne savait même pas qu'elle portait encore. « Le passé est fini, » acquiesça Farid, « mais l'avenir commence maintenant. » Un hélicoptère royal, noir et silencieux, s'approcha de l'héliport de l'édifice. Le vent des hélices agita la robe de Liara et le manteau de Farid. « Où allons-nous » demanda-t-elle, bien que son cœur sût déjà. « Vers l'endroit où nous avons erré et où nous avons réussi. » Le voyage fut court, laissant derrière lui les lumières artificielles de la ville et plongeant dans l'obscurité veloutée du désert profond. Quand l'hélicoptère commença à descendre, Liara vit des lumières. Ce n'étaient pas des lumières électriques agressives, mais des milliers de lanternes disposées sur le sable. En atterrissant, l'odeur la frappa avant la vue. Ça ne sentait pas le sable sec. Ça sentait la vie, là où il n'y avait eu auparavant que des dunes stériles. L'endroit exact où les tentes avaient été montées cette nuit fatidique. Maintenant, il y avait une oasis impossible. Un système complexe d'irrigation avait été installé, alimentant des parterres et encore des parterres de roses du désert, de jasmin de nuit et d'acacia. C'était un jardin botanique défiant la nature, une cicatrice verte et rouge sur la face impitoyable du désert. « On m'a dit que les roses ne poussent pas ici », dit Farid l'aidant à descendre. Le sable sous elle était couvert de tapis persans, créant un chemin jusqu'au centre du jardin. On disait que le soleil les brûlerait, que le sable les étoufferait. J'ai dit à mes ingénieurs, « Faites pleuvoir s'il le faut, mais je veux un jardin pour elle quand elle reviendra. » Liara marcha entre les fleurs, touchant les pétales veloutés. C'était une folie, une fortune incalculable dépensée juste pour prouver un point, pour tenir une promesse silencieuse. Au centre du jardin, il y avait une seule tente, non pas la tente cérémoniale oppressive d'il y a 5 ans, mais une structure ouverte, aérée, avec des coussins de soie et une table basse garnie de dattes et de thé. Farid s'arrêta à côté d'elle. Le vent du désert, maintenant parfumé par les fleurs qu'il avait plantées, jouait avec ses cheveux. « Je n'ai pas besoin d'une concubine, Liara. Mon harem a été dissous il y a 3 ans. Les chambres sont vides, transformées en bibliothèque et en salle du Conseil d'État. » Il se tourna vers elle, prenant ses mains. Sa peau était chaude, rêche et réelle. « Je n'ai pas besoin d'une épouse trophée, j'ai besoin de la femme qui a survécu à la tempête, de la femme qui a construit un empire avec son propre nez et son intelligence. J'ai besoin de la partenaire qui a eu le courage de me quitter pour se trouver elle-même. »
Farid s'agenouilla sur le sable, sur le tapis. Le geste venant d'un sultan qui ne s'était jamais incliné devant personne fit le cœur de Liara s'arrêter. Il sortit une boîte de velours de sa poche. À l'intérieur, il n'y avait pas un diamant gigantesque et vulgaire. Il y avait un anneau d'or entrelacé avec une pierre rare, une alexandrite qui changeait de couleur selon la lumière, verte comme une oasis, rouge comme la passion. Liara, acceptez-vous de gouverner à mes côtés? Non derrière moi, non dans mon ombre, mais à mes côtés. Acceptez-vous d'être la sultane de ce nouveau monde que nous construisons? Liara regarda le jardin impossible, l'homme qui avait défié les lois et la nature pour elle. Elle pensa à la jeune fille effrayée qui avait été vendue et à la femme puissante qu'elle était devenue. Paris lui avait donné des ailes, mais Farid lui avait donné le ciel pour voler. Elle s'agenouilla devant lui, se mettant à la même hauteur, yeux dans les yeux. « Je n'ai pas besoin que vous me sauviez, Farid, » murmura-t-elle, un sourire authentique illuminant son visage. « Mais j'accepte de marcher avec vous. J'accepte de construire, de gouverner et d'aimer. » Il glissa l'anneau à son doigt. L'ajustement était parfait. « Alors que le règne commence, » murmura-t-il avant de l'embrasser. Le baiser n'avait pas le goût de sel et de désespoir, des adieux à l'aéroport. Il avait le goût de dates douces, de promesses tenues et d'éternité. Autour d'eux, dans le silence du désert, les roses continuaient de s'épanouir, indifférentes à l'impossibilité de leur propre existence, témoins vivants que l'amour, lorsqu'il est vrai, peut faire fleurir même la terre la plus aride. La tempête était passée. Le soleil se lèverait bientôt sur un nouveau royaume et une nouvelle fin d'histoire ici sur reflet de passion. Comme toujours, nous aimerions vous remercier d'être arrivés jusqu'ici. Si vous êtes nouveau, sachez qu'ici, sur la chaîne, à la fin de chaque vidéo, nous choisissons un mot-clé pour que vous commentiez et montriez que vous avez tout regardé. Le commentaire de la vidéo d'aujourd'hui, je ne sais pas ce que cela pourrait être. J'y réfléchis, les amis, rien ne me vient. Mais j'ai eu une idée. Et si vous commentiez le nom de votre parfum préféré en hommage à notre reine, qui est devenue propriétaire d'une très riche parfumerie, eh bien je pense que c'est sympa pour nous différencier un peu ici, non? Je vais dire le mien pour commencer. Mon parfum préféré s'appelle Shalimar. Et zut, je n'avais jamais vraiment réfléchi à ça, mais l'histoire de ce parfum ferait une belle histoire ici sur la chaîne. Eh bien, je vais m'en occuper. Enfin, si vous avez encore un peu de temps libre, nous avons quelques histoires qui défilent à l'écran maintenant. Si vous n'en avez pas encore regardé une, cliquez dessus et restez avec nous. Et si vous le faites, comme toujours, je vous y retrouve, monsieur.